boutique éphémère de vêtements de seconde main est apparue. Elle est le fruit d'étudiants de l'IUT de Moselle-Est qui ont mis en œuvre différentes compétences, management, logistique, transport, pour mettre en vente plus de 400 vêtements collectés ces derniers mois. Plusieurs d'entre eux ont été vendus. À la fin de la journée, le chiffre d'affaires s'élevait à 83 €. Autant le dire tout de suite, les candidates au concours de Miss Moselle 2024 n'ont pas défilé avec des habits achetés à l'IUT, mais cela ne les a pas empêchés d'avoir fière allure. La plus belle d'entre elles, en tout cas celle qui a été choisie par le jury et qui représentera la Moselle au concours régional, s'appelle Amélia Bure. Elle se présente comme une Miss Nature et Peinture. Connaître les espaces naturels les plus remarquables de l'ancienne région Lorraine, essayer de mettre en place une protection de ces sites, gérer ces terrains pour qu'ils évoluent dans le bon sens et valoriser ces sites, voici les 4 missions du Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine. Il vient de tenir son assemblée générale à Sarreguemines. Durant sa carrière et pendant des années, il a accumulé des objets. Ce week-end, l'ancien pilote de l'armée de l'air Aurélien Gosse s'est séparé d'une partie de sa collection, pas pour renier son passé, mais pour la bonne cause, celle des enfants. Les bénéfices de cette brocante permettant de financer la dernière étape de l'opération Rêve de Gosse, à savoir un vol de 20 minutes pour 150 enfants de Sarreguemines et le Forbach. Comme M. Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir, nous vivons l'Europe sans nous en rendre compte. En effet, dans une même journée, on peut pratiquer à plusieurs reprises le saut de frontière en allant de la France à l'Allemagne et vice-versa pour le travail, les courses ou les loisirs. Notre quotidien européen est visible à travers une exposition photo présentée au parc archéologique européen de Bliesbruck-Rheinheim. Il parle plate et on en a la preuve. Dans le cadre du festival Mireille de Plate, la jeune artiste vidéaste Maud Talma a présenté un documentaire dans lequel elle a donné la parole à des collégiens et à des lycéens sarregueminois. Ils évoquent le lien qui les lie à leur langue locale, le plate. C'est une des organisations qui suscite le plus de passion mais également de critiques, les témoins de Jéhovah. Passionnés par les mouvements religieux et par celui-là en particulier, l'historien Bernard Blandre proposait une conférence sur les témoins de Jéhovah aux archives municipales de Sarreguemines. L'occasion d'évoquer leur histoire, leurs croyances et de lancer le débat sur le caractère sectaire ou non de leur organisation. Et en deuxième partie d'émission, je recevrai une personnalité, Jacques Lang, le président d'Une Rose un Espoir, secteur Pays de Bitche. Ensemble, nous évoquerons la nouvelle édition de cette manifestation qui permet de récolter de l'argent en faveur de la Ligue contre le cancer. L'année dernière avait été une année record avec 100 000 € reversés. Jacques Lang nous rappellera le principe de cette manifestation et l'importante logistique qui est mise en place pour son organisation. À propos de logistique, il y en a qui sont particulièrement intéressés par cette matière, les élèves de l'IUT de Moselle-Est. Le temps d'une journée, ils ont ouvert leur boutique de vêtements d'occasion, une initiative qui s'inscrit dans un contexte économique et politique où de nombreuses personnes veulent trouver de nouvelles façons de consommer dans une démarche plus éco-responsable. Un reportage de Camille Henriot. Des chemises, des pulls et même des chaussures. Toutes les pièces vendues ici à l'IUT Moselle-Est sont d'occasion. Près de 700 vêtements ont pu être collectés ces derniers mois par ces étudiants à l'origine du projet. Après le tri, plus de 400 articles ont été proposés à la vente lors de cette boutique éphémère. On a commencé à faire le tri des vêtements, parce qu'il y avait certains vêtements qui ont été donnés, qui étaient un peu troués et tout ça. Et on voulait surtout pas que les étudiants se sentent mal à l'aise ou quoi, parce que même si c'est des vêtements de seconde main, il faut quand même leur porter une valorisation pour dire c'est pas parce qu'on porte un vêtement de seconde main que c'est forcément de mauvaise qualité ou de basse qualité. Une vingtaine d'élèves en management de la logistique et du transport ont participé à la création de cette boutique éphémère. Ils ont d'abord lancé une campagne de collecte pour se fournir en vêtements. Tous les élèves ou même le personnel pouvaient venir déposer les vêtements, mais aussi à la mairie, c'était vraiment toute personne extérieure qui pouvait venir et déposer les vêtements. Donc c'était vraiment quelque chose qui était, on va dire, recherché. Ensuite, il a bien fallu réfléchir à la manière d'acheminer toutes ces pièces jusqu'à l'IUT. C'était l'occasion pour les étudiants de tester leur tout nouvel engin électrique autonome pour transporter plusieurs kilos de vêtements.
S'accordent tous ensemble pour savoir qui commence à travailler quand et tout ça. Donc le travail de groupe a été très important dans ce projet, mais également sur les vêtements de seconde main, faire attention à leur provenance, acheter des vêtements de meilleure qualité. Ce projet est né dans le cadre d'un cours consacré à la logistique inversée. L'objectif était de sensibiliser ces étudiants au recyclage et à la réutilisation d'objets ou d'habits. Pour mener à bien leur projet de boutique, ils ont reçu des conseils de plusieurs entreprises du marché de l'habillement seconde main. Des astuces utiles pour la suite de leur projet, mais aussi leur carrière professionnelle. On avait pensé garder la boutique, peut-être avoir d'autres objets comme des fourchettes, des couteaux, des choses comme ça, comme dans les grandes universités où ils font un peu la bourse d'entrée pour tous les élèves qui n'ont peut-être pas toutes les choses disponibles, donc les vêtements, les ustensiles de cuisine et tout ça, où ils pourront venir chercher tout ça ici à la journée d'intégration. En une journée, les étudiants ont réalisé 83 € de chiffre d'affaires et ils comptent bien réfléchir à la manière de poursuivre ce projet de boutique. Il ne pouvait y en avoir qu'une. Le jury du concours de Miss Moselle 2024 a eu la difficile mission de choisir parmi 12 magnifiques personnes, celle qui représentera la Moselle. Ils ont finalement jeté leur dévolu sur Amélia Bure, qui participera à l'élection de Miss Lorraine. Un reportage de Jonathan Vaucher. Amélia Bure. Que dire à part merci, mais je suis très très reconnaissante. En tout cas, c'est un honneur, mais je suis ravie, un grand merci. Quelques larmes, un soulagement et une première étape réussie. Tout commence 2 heures plus tôt. Je vous écoute. Amélia fait partie des 12 candidates qui se sont présentées au Leclerc de Sarrebourg pour le titre de Miss Moselle. Sous l'œil d'un jury composé d'anciennes Miss, de délégués du comité ou encore d'élus locaux. Cette expérience de dépassement de soi nous amène à venir à la rencontre de vous, cher public, mais également de faire découvrir notre beau département, la Moselle, ainsi que notre belle région, la Lorraine. Si je me présente devant vous aujourd'hui, c'est parce que j'aspire à incarner la femme libre et forte auprès des nouvelles générations. Nos différences sont notre force et font que nous sommes unis. Puis viennent les défilés, en robe de soirée, en maillot de bain ou en robe de mariée. Les Miss ont pu gagner des points. À chaque passage, Amélia a un gros soutien de sa famille présent dans le public. Bon, elle avait déjà concouru à Miss Lorraine il y a 2-3 ans et donc là on voit bien qu'elle a gagné en maturité et puis elle a à cœur de porter un message, donc certainement que ça a joué aussi. Bon, je suis pas dans De la fierté donc. Oui, tout à fait. En plus des votes, le concours se déroulait par SMS. Le jury se retire pour délibérer et revient une demi-heure plus tard que prévu. Le stress monte en coulisses. À cette même étape en fait du concours, j'étais un peu stressée. Je me suis dit mais punaise, j'ai tout donné. Est-ce que ça va payer ? Candidate de Metz, responsable marketing de 23 ans, Amélia Bure représentera la Moselle cette année. Les valeurs que je porterai, ce serait en tout cas la bienveillance. Beaucoup de bienveillance, notamment pour une cause qui m'est chère, qui est la santé mentale. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, beaucoup de critiques, de jugements. C'est quelque chose qui ne devrait pas exister malheureusement. Mais voilà, je dirais de prime abord la bienveillance, qui est la sympathie, également la simplicité. Voilà. Moi, je dis toujours nature peinture. Miss Lorraine aura lieu le 12 octobre aux Eaux d'Amnéville en présence de Miss France. Bonne chance. Merci beaucoup. 381 sites sur 7283 hectares. C'est l'espace dont s'occupe actuellement le Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine. Il agit dans toute la région grâce à ses équipes et notamment aux 207 conservateurs bénévoles. Ces projets 2024 ont été présentés lors de l'Assemblée générale qui était cette année organisée à Sarreguemines. Marie-Morgane Pires en a profité pour rencontrer le président et en savoir plus sur les actions du Conservatoire. Le Conservatoire d'espaces naturels, c'est une association qui fête ses 40 ans cette année, qui a 4 missions fondamentales. C'est connaître les espaces naturels les plus remarquables de la région, enfin de l'ex-région Lorraine. Une fois qu'on les a repérés, qu'on les a identifiés, qu'on les a expertisés, c'est d'essayer de mettre en place une protection
essentiellement une protection foncière, c'est-à-dire acheter les terrains par exemple pour les protéger. La troisième mission, c'est donc après de gérer ces terrains de manière à ce qu'ils évoluent dans le bon sens, qu'ils ne deviennent pas par exemple une friche ou des choses comme ça. Enfin maintenir les richesses biologiques qu'il y a dessus et qui ont fait qu'on s'est intéressé à lui. Et la quatrième mission, c'est valoriser. Valoriser, c'est par exemple faire en sorte que les gens d'un secteur s'approprient le site et du coup bénéficient d'une sorte d'éducation à l'environnement. Le territoire de Sarreguemines, enfin comme la plupart des territoires lorrains, il faut le dire, il y a des richesses un peu insoupçonnées qui, des fois, pendant longtemps, on les a peut-être pas forcément prises en compte complètement parce qu'on les ignorait. Et maintenant, eh bien, chaque collectivité pratiquement s'intéresse à son patrimoine et essaye de le mettre en valeur. Il reste encore, je crois, des pelouses calcaires qui ne sont pas encore complètement protégées. Alors les pelouses calcaires, vous savez, c'est ce qu'on appelle traditionnellement les pelouses à orchidées. Sarin-Semin, par exemple, alors celle-là est protégée. Puis il y en a deux ou trois autres sur le territoire qui ne sont pas encore protégées et sur lesquelles on va essayer d'aller de façon contractuelle rencontrer les élus ou les propriétaires. Souvent c'est le terrain communal, mais pas toujours, de manière à ce qu'on ait non pas une pelouse calcaire isolée, mais des pelouses calcaires, un réseau, et qu'elles puissent travailler ensemble, et tout ça dans un mouchoir de poche, puisque finalement à l'échelle de la Lorraine, la communauté d'Agglo, c'est quand même un territoire qui est assez limité, quoi. Depuis le mois de décembre, on vous fait vivre les différentes étapes de l'opération Rêve de gosse. Plantation de rosiers, découverte de l'aéronautique, la dernière étape approche, mais il faut pouvoir la financer. Aurélien Gosse, ancien pilote de l'armée de l'air et président de l'association L'Avion des Sourires, a eu une idée originale pour récolter des fonds. Ça s'est passé ce week-end à Sarreguemines, un reportage de Marie-Morgane Pires. Tous ces objets qui sont ici, c'est ma collection personnelle. Par exemple, c'est des photos que j'ai fait éditer, des photos que j'ai prises moi pendant ma carrière dans l'armée de l'air. Ici, notamment, c'est un petit selfie avec mon casque de vol et c'est fait en vol. Ensuite, je me sépare de quelques combinaisons de vol qui ont toutes volé avec moi sur différents avions de chasse, que ce soit Mirage 2000 ou que ce soit Rafale. Ça me fait quelque chose puisqu'elles ont toute une histoire, j'ai volé avec. J'ai gardé chez moi ma première combinaison de vol, la première combinaison de vol avec laquelle j'ai fait une mission opérationnelle. J'ai gardé des objets qui sont plus importants pour moi, mais aujourd'hui c'était l'occasion d'en faire profiter d'autres personnes et de ramener un petit peu d'argent pour notre association. Aurélien Gosse a la passion de l'aviation dans le sang. Aujourd'hui, il a surtout à cœur de faire rêver et voler les enfants. Cette brocante aéronautique, une première à Sarreguemines, permet de récolter des fonds pour l'étape finale de l'opération Rêve de gosse, organisée par l'association dont il est le président, l'Avion des Sourires. Il est à destination d'un groupe d'enfants accueillis dans des établissements spécialisés et des enfants à la scolarité ordinaire. C'est la finalité d'un projet qu'on a débuté en décembre avec 150 enfants de Sarreguemines et de Forbach pour favoriser l'inclusion et l'acceptation des différences. Et le 11 mai, tous ces enfants se retrouveront sur l'aérodrome de Sarre-Louis pour faire un vol de 20 minutes avec 30 avions venant de l'association Les Chevaliers du Ciel. Et donc c'est notre association, l'Avion des Sourires, qui devront assumer les frais de cette étape. En plus de la vente d'articles aéronautiques, les bénéfices du stand de restauration et d'une tombola permettent aussi de financer l'événement. La brocante est accueillie sur le site de l'Espoir aéronautique de Sarreguemines qui propose des baptêmes de l'air durant tout le week-end, des vols qui lancent aussi le début de la saison pour les membres du club. Vivre à la frontière Sarre-Moselle, pour vous, qu'est-ce que ça signifie ? Une photographe s'est emparée de la question, elle a capturé des moments de vie de personnes vivant des deux côtés de la frontière. Ces clichés intimistes interrogent sur la notion de frontière, parfois vécue comme ligne de séparation ou au contraire lieu de libre circulation. Cette exposition, baptisée La Ligne Claire, est visible actuellement au parc archéologique de Bliesbrück-Rheinheim. On vous en dévoile les contours dans ce reportage de Camille Henriot. L'exposition se déroule de manière linéaire avec des panneaux explicatifs sur lesquels vous retrouvez les photos qui correspondent donc au texte et à l'histoire que Adrienne nous propose. Voilà. Dans l'exposition, la frontière est vue sous différentes perspectives. Si les contrôles frontaliers ont bien marqué les esprits, aujourd'hui, la frontière Sarre-Moselle, c'est plutôt une expression de liberté, à l'image de ces clichés pris au bord de l'eau. C'était la commande de départ. À savoir comment est-ce qu'aujourd'hui, à notre époque, les familles vivaient cet aspect frontalier, habitant d'un côté, travaillant de l'autre, peut-être allant faire leurs courses d'un côté en habitant, et donc voilà.
Plusieurs familles ont accepté de poser devant l'objectif. Maintenant, elles découvrent pour la première fois le rendu des photos. Chaque cliché montre une vision très personnelle de leur vie à la frontière franco-allemande. L'exposition a lieu en ce moment même au parc archéologique de Bliesbruck-Rheinheim, un lieu très symbolique car situé au beau milieu de cette frontière franco-allemande, le thème de cette exposition photo. Ça parle de familles qui sont à la fois soit franco-allemandes, soit des familles qui ont pour habitude de vivre en Allemagne et de travailler en France ou l'inverse, ou alors des familles qui ont un rapport à la frontière de proximité, simplement parce que leur maison est proche de la frontière, donc ils ont par habitude de la traverser sans se poser d'autres questions que de continuer à faire ce qu'ils font habituellement. C'est la seconde édition du projet transfrontalier baptisé La Ligne Claire, die Helle Linie en allemand. Un appel à candidature a d'abord été lancé par le nouvel observatoire photographique du Grand Est et c'est Adrienne Surprenant, une photographe canadienne, qui a su convaincre le jury de travailler sur cette thématique. L'exposition est cofinancée par le département de la Moselle, le ministère de la Culture de la Sarre et le nouvel observatoire photographique du Grand Est. Chacun peut admirer ces clichés jusqu'au 23 juin prochain au parc archéologique de Bliesbruck-Rheinheim. Cette exposition photo prendra ensuite place au jardin franco-allemand de Saarbrück dès le mois de juillet. Que pense la jeune génération du Platt? Les réponses ont été recueillies dans un documentaire intitulé « Salut Bissome, salut vous autres ». Il a été réalisé par la jeune sarregueminoise Maud Talma dans le cadre du festival Miré de Platt. Plusieurs élèves en langue et culture régionale des établissements scolaires de Sarreguemines ont témoigné. Reportage de Thibaut Desmerlet. Leck mich du am Marsch. Das darf doch nicht wahr sein. Quand je suis tronc, je fais oh leck. Leck mich am Arsch. Salut Bisonne. Comment se porte le Platt auprès des jeunes? La réalisatrice sarregueminoise Maud Talma est allée à la recherche de volontaires pour en parler. Elle a présenté son documentaire de 12 minutes lors d'une projection à l'hôtel de ville de Sarreguemines dans le cadre du festival Miré de Platt. 10 jeunes élèves en langue et culture régionale ont été interviewés. Je me retrouve dedans, c'était un peu une découverte, le fait d'apprendre qu'il y avait des classes justement de Platt. Parce que ce qui manque, il y a un peu une appréhension entre les générations et c'était un peu pour faire le lien, pour savoir ce qu'ils en pensaient, en tout cas ceux qui apprennent. Salut Bissome, qui veut dire salut vous autres, donne la parole à des élèves du collège du Himmelsberg, du lycée Henri Nominé et de l'institution Sainte-Chrétienne. Ils ont parlé de leur utilisation du Platt en famille, à l'école et de sa place dans l'histoire avec un grand H. Le tournage a été fait à la poterie au musée des techniques faïencières, au moulin de la Blise. Ça me touche particulièrement parce que le Platt, je trouve que c'est maintenant devenu une langue morte, que peu de personnes parlent et j'avais envie de donner à toutes les personnes présentes ici dans cette salle d'apprendre le Platt. Moi, on parle souvent en Platt dans ma famille, surtout mes parents, quand ils ne veulent pas qu'on comprenne des choses, ils parlent en Platt et moi, ça m'a toujours envie de comprendre ce qu'ils disent. C'est une langue qui est, j'ai envie de dire, en voie de disparition en fait, parmi les jeunes, parce qu'il y en a de moins en moins qui veulent parler le Platt. Et je trouve ça dommage, parce que c'est une langue qui est très importante, c'est historique. Et donc du coup, je voulais participer pour montrer que le Platt, non, c'est pas ridicule, c'est quelque chose qui est très bien à apprendre. La projection a été suivie d'un échange avec le public et d'une remise de cadeaux pour les élèves. Actuellement, les conférences s'enchaînent aux archives municipales de Sarreguemines. Après les linteaux de porte dans la vallée de la Sarre et avant la présentation du Pays de Bitche par le sociologue Fabien Hein, Bernard Blandre est venu présenter au public le résultat de ses recherches consacrées aux témoins de Jéhovah. Reportage. En quelques chiffres, pour commencer, les témoins de Jéhovah n'ont qu'une seule fête religieuse annuelle. Ils appellent ça le mémorial. Et ils comptabilisent tous ceux qui assistent, témoins de Jéhovah ou pas, au mémorial de 2023 dans le monde entier. Ils étaient exactement 20 461 767. Vendredi soir à Sarreguemines, aux archives municipales, il y avait moins de monde, mais quand même. De nombreux curieux s'étaient rassemblés pour écouter l'ancien professeur d'histoire-géographie du lycée Jean de Pange, Bernard Blandre.
Depuis son plus jeune âge, il s'intéresse au mouvement religieux et il a passé beaucoup de temps à étudier les témoins de Jéhovah. Avec la rigueur et l'objectivité qui le caractérisent, le conférencier a présenté au public l'histoire et les croyances des membres qui composent ce mouvement religieux avant d'ouvrir le débat sur le caractère sectaire ou non des témoins de Jéhovah. Une caractérisation sujette à interprétation qui a fait couler beaucoup d'encre et qui va encore alimenter les discussions pendant longtemps. À noter qu'une nouvelle conférence sera proposée dès ce vendredi soir aux archives municipales de Sarreguemines. À partir de 20h, Fabien Hein viendra présenter l'ouvrage « Le Pays de Beach, un territoire en mutation ». L'entrée est libre. Elle est parfois belle, parfois défavorable, elle change beaucoup, surtout en cette saison. Je parlais de la météo. Quel sera son programme demain? Réponse tout de suite. Couverture et zinguerie, une toiture Moder Habitat apporte sécurité, protection et pérennité par tous les temps. Bonjour tout le monde, l'hiver est enfin derrière nous et pourtant on continue de se moucher sans arrêt. Et ça, on le doit au pollen. Mais bon, je pense que je ne vous apprends rien puisque 30 à 35% des adultes sont allergiques au pollen. Et pour eux, chaque année, printemps rime avec yeux rouges, nez qui coule, éternuement, toux ou encore asthme. Et pour éviter de vous retrouver dans cet état, des cartes ou même des applications existent pour vous avertir des taux de pollen présents dans l'air. Actuellement, ce sont les pollens de bouleau qui sont très élevés. Autrement dit, restez le plus loin possible de ces petits chatons. Mais rassurez-vous, la pluie est un allié pour éviter la propagation du pollen dans l'air, mais uniquement de faibles averses. Des orages, fortes pluies ou rafales de vent peuvent aggraver les symptômes. Et heureusement pour nous, demain ce ne sont que des averses localisées qui sont attendues dans le courant de la journée. Le reste du temps, on conserve un temps nuageux et des températures à la baisse. Les minimales iront de 3 à 4 degrés et les maximales de 6 à 8 degrés. Demain, nous fêtons les Anissés et il fera jour de 6h35 à 20h27. Passez tous encore une très belle journée et à demain! Je suis très attentif à ma santé et je n'ai pas envie de mettre mes problèmes d'audition entre les mains de n'importe qui. Chez nous, chaque patient bénéficie d'un service personnalisé. Dans nos magasins dédiés à l'audition, notre équipe est formée pour vous accompagner dans votre parcours de soins et vous offrir un service de qualité répondant à vos attentes. Alors je le disais en début d'émission, j'ai la chance d'avoir avec moi Jacques Lang en plateau. Bonjour. Bonjour, bonjour tous les téléspectateurs. Je pense que les gens vous auront reconnu, vous n'êtes pas l'ancien ministre de la Culture, mais bien le président d'Une Rose un Espoir secteur Pays de Beach. Et l'an passé, vous aviez réussi à récolter, à reverser 100 000 € à la Ligue contre le cancer. C'était un record. Alors comment vous l'expliquez ce record? C'est la générosité des habitants, c'est nos généreux donateurs, c'est tout l'ensemble des équipes qui fait ça, les mécènes qui nous aident, de plus en plus nombreux. C'était une année qui était très très belle au niveau des chiffres, même chez nos collègues d'à côté. Tout le monde a réussi à faire un beau chiffre. Au niveau du national, c'était 2 196 352 €. Donc c'est un beau chiffre pour la Ligue contre le cancer. Mais bon, dans tout ça, dans tous ces chiffres-là, restons humbles et petits parce qu'on travaille quand même pour ou alors contre le cancer, qui est une maladie donc que tout le monde connaît et qui nous emmène, qui nous emporte tout ce qui est presque autour. Comment vous expliquez cette année record que vous avez réussi l'an passé, parce qu'il y avait eu le Covid, ça avait peut-être un petit peu tassé les choses et finalement c'est reparti encore plus fort. C'est possible que le Covid y soit quelque chose, enfin les 2 années un peu mortes, 21 et 20, où on n'a pas fait d'édition, de véritable édition, mais je pense qu'on était tous bien partis, on a tous augmenté de beaucoup l'année dernière, surtout sur les 55 secteurs de la France, sur les 21 départements. On a tous bien travaillé. Alors, est-ce qu'il y a une explication? Est-ce que les gens sont plus conscients de ce qu'on fait, de l'importance de ce qu'on fait, de l'importance de la Ligue contre le cancer dans le programme de recherche, dans le programme d'aide aux malades de la Ligue contre le cancer? Ça y fait quelque chose certainement. Le fait de communiquer,
de parler là, maintenant chez vous, là, on peut en reparler, c'est très bien, et c'est un petit peu ces biais-là qui permettent le succès de notre opération. Alors que en même temps, le nombre de roses que vous proposez aux gens sur le secteur du Pays de Beach reste le même. Vous parliez de 19 000 roses à peu près proposées chaque année à la vente. Oui, 19 000 roses, c'est le chiffre qui nous suffit dans le Pays de Beach pour assurer l'opération, pour qu'il y ait assez de roses. Donc on ne va pas en acheter plus pour en acheter plus, parce qu'il faudra après on les remet dans les maisons de retraite, on les redonne aussi le dimanche soir aux motards parce qu'ils sont sur la moto tout le week-end et finalement ils n'ont pas de roses. Alors donc le dimanche soir ils se servent sur le reliquat, sur ce qui reste, mais il ne reste pas grand-chose. Et d'où viennent ces roses là sur votre secteur? Nous on est resté local dans le Pays de Beach, on les prend chez Fleurs Crêpes à Rohrbach qui est notre fournisseur officiel qui nous revend les roses après coûtant. Donc et c'est encore une fois une manière de participer à notre opération. Après on a des sponsors qui nous payent une partie des roses, on a de plus en plus de mairies qui participent aussi au paiement des roses. Donc tout ça fait que chaque euro qu'on économise comme ça, on le reverse derrière à la Ligue contre le cancer, ce qui peut expliquer aussi l'augmentation de notre reversement. Alors une rose en espoir, c'est pas ce week-end mais le week-end prochain, donc le dernier week-end du mois d'avril. Et est-ce que vous êtes prêts? Bien sûr qu'on est prêt, on est dans les starting blocks, on brûle déjà d'envie de chevaucher les motos et puis d'y aller, et puis surtout le plaisir de se retrouver tous. Sur le Pays de Beach, on a 280 motards inscrits, ça fait du monde, parce qu'on multiplie par 2, parce qu'en principe ils sont à 2 sur la moto, plus les 50 bénévoles, ça fait du monde et c'est les retrouvailles, et la magie des roses opéra de nouveau ce week-end-là, parce qu'on se voit une fois dans l'année pour faire cette grosse et complexe opération, mais c'est comme si ça a été fait tous les jours, les gens savent ce qu'ils ont à faire, les derniers nouveaux qui vont venir, ils sont embrigadés dans les groupes et puis on leur dit comment faire, et c'est une véritable magie. D'accord, une logistique importante qui est mise en place. Ah oui, cette logistique demande quand même des réunions en amont. Pour moi, les roses, c'est quasiment toute l'année. Moi, concrètement, je commence à travailler les roses au mois de janvier. Donc, et après crescendo, on va voir nos mécènes, les réunions de travail, les idées, et puis ce qui aboutit à une opération réussie au jour J. Alors on n'est pas dans un monde merveilleux, il y a des gens qui peuvent peut-être vouloir profiter de l'événement pour aller soutirer de l'argent alors qu'ils ne font pas partie d'une Rose en Espoir. Comment être sûr qu'on a devant soi des motards qui participent à l'opération? Tout à fait, et on l'a déjà vécu, et même pas finalement avec des roses, avec d'autres trucs, avec des cartes géographiques, des choses comme ça, mais les gens se laissent presque embobiner par le titre Une Rose en Espoir. Une Rose en Espoir, c'est de toute façon des motards qui se présentent à votre porte, qui ont une rose en la main qui doit être habillée dans une cravate, et il est hors de question de présenter une rose nue. Ça, c'est une des garanties. Ensuite, les motards, quand ils viennent par groupe dans les villages, ils s'annoncent à grands coups de klaxon et de moteur, donc on les entend. Alors les gens doivent savoir, ok, ils vont venir maintenant. La tirelire, comme vous les voyez là sur les images, cette tirelire est obligatoire. Elle est scellée par un scellé de la Ligue contre le cancer. Le motard, par définition, ne peut pas rendre la monnaie, ça il faut le savoir aussi. Le motard doit être en possession d'un badge millésimé, nominatif, donc un 2024 avec son nom, son prénom. Ça, les forces de l'ordre peuvent l'exiger pour voir. Et donc, en toutes ces conditions, un motard ne doit jamais se présenter seul à la porte. Méfiez-vous si c'est ça. Donc, et donnez l'alerte tout de suite si vous voyez des dérives comme ça. On en a vu il y a quelques années, que ce soit dans n'importe lequel des secteurs, il y a toujours des gens mal intentionnés qui essaient de profiter de cette opération. Donc il faut être vigilant. Et est-ce qu'on peut rappeler en guise de conclusion à quoi sert du coup l'argent que vous reversez à la Ligue contre le cancer concrètement? Qu'est-ce que ça permet? Concrètement, on va dire 60%. Si vous donnez 1 euro,
pour 1 euro à la Ligue, 60 centimes iront à la recherche fondamentale, donc des laboratoires qui travaillent en collaboration avec la Ligue contre le cancer. Ce ne sont pas des gros laboratoires industriels, ce sont des laboratoires qui ont un programme de recherche. Environ 30% ensuite vont dans l'aide aux malades, aide directe, aide indirecte. Donc ça veut dire que la Ligue peut payer des fauteuils roulants, des pompes à morphine, amélioration du cadre de l'hôpital, toutes ces choses qui agrémentent, on va dire, la vie du malade. L'aide directe au malade, la Ligue peut régler des factures, peut régler quelque chose pour le malade, parce que le cancer entraîne forcément une situation financière parfois compliquée, et les gens peuvent se retrouver démunis, et là, à l'aide d'un comité, donc ça se passe par une assistante sociale, les gens peuvent avoir accès à une aide directe de la Ligue. Et ensuite, les 10% restants, c'est pour l'information et le dépistage. Et tous les cinquantenaires savent ce que c'est le cancer du sein, c'est le dépistage cancer du sein, dépistage du cancer colorectal, et ça a déjà sauvé des vies, ce dépistage-là. Alors, il ne faut pas s'en priver, c'est gratuit, ça a été très très simplifié, alors il faut le faire, il faut faire ce truc-là. Et voilà à quoi sert votre euro, ou vos 2 euros, le minimum pour une rose, voilà à quoi ça sert. C'est décomposé 60% recherche, 30% environ aide aux malades, et 10% recherche, enfin, information et dépistage. Donc on rappelle les dates, c'est les 27 et 28 avril, donc sur le Pays de Beach, mais également sur le secteur Vousse-Villers, Sarralbe, avec les autres organisations d'une Redonne Espoir par secteur. En Alsace, et puis dans 21 départements, ce sont 55 secteurs. C'est en gros 750 000 roses qui sont distribuées ce jour-là, donc avec à peu près 13 000 motards sur les routes. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Une météo favorable pour circuler en moto? Pour les motards, bien sûr. Moi, personnellement, je suis plutôt favorable à une météo, même si je vais me faire maudire, une météo pluvieuse et fraîche. Les gens sont à la maison et le cœur est beaucoup plus grand quand il fait ce genre de météo-là. Voilà. Bon, merci d'avoir répondu à l'invitation, d'avoir présenté l'opération Une Rose Sport. Et puis du coup, les 27 et 28 avril, vous verrez les motards venir chez vous pour vous proposer des roses. Bonne fin d'émission et puis bonne journée. Et merci à vous, et réservez-leur un très bel accueil à nos motards. Et sur la route, si vous êtes embêté parce que vous devez attendre 2 minutes le passage d'un groupe, soyez indulgents s'il vous plaît. Ils roulent pour la bonne cause. Merci. Merci à vous.